Nécrologie de Stefan Zweig par Klaus Mann, publiée en anglais dans le numéro d'avril 1942 du journal Free World à New York. Stefan Zweig est mort. Avec lui disparaît un représentant de la littérature de notre époque, ainsi qu'un grand connaisseur, un grand mécène, un authentique amoureux de la littérature. Ce joli mot, amoureux, caractérise sa relation à la vie et aux livres. Il éprouvait une curiosité incroyable. Il était toujours en quête d'aventures intellectuelles inédites. Avec quelle ardeur, quelle circonspection, il explorait l'univers littéraire en célébrant chaque trouvaille. Il dépoussiérait les classiques et découvrait les jeunes talents. Il traduisait la littérature étrangère en allemand et faisait entendre l'Allemagne sur 5 continents. Il écrivait des préfaces, des recensions de livres, de nombreux essais et d'innombrables lettres. Ses correspondants littéraires communiquaient par câble entre Paris et Rio de Janeiro, San Francisco et Helsinki. Il voyageait, donnait des conférences, adaptait des pièces anciennes au goût du jour. Sa collection de manuscrits précieux était exceptionnelle. Elle comportait des manuscrits de Goethe, de Balzac, de Stendhal, de Hölderlin, de Jean-Sébastien Bach, de Beethoven et de Mozart. Il envoyait sur demande des autographes à Leningrad et à Leipzig, à Milwaukee et à Madrid. Jusqu'aux chèques, dont certains collègues moins favorisés se voyaient gratifiés, qui portaient sa signature. Si l'on connaissait des difficultés et que par chance on était écrivain, on pouvait compter sur lui. Sa belle maison de Salzbourg et chaque chambre d'hôtel où il passait quelques jours ou quelques semaines se transformaient en centre littéraire. Tout comme Flaubert, Zweig était possédé par la chose littéraire. Cependant, il était totalement dépourvu de la passion ascétique, de la solennité monastique du maître français. Flaubert méprisait et reniait la vie au nom d'un vampire, l'art. Zweig, lui, n'était nullement enclin à sacrifier la vie sur l'autel de l'art absolu. Au contraire, toutes les coutumes et les expériences humaines, il les trouvait dans la littérature. La rigidité, la sévérité, l'exclusif lui étaient inconnus. Et la tour d'ivoire lui était à peine moins étrangère que l'implacabilité doctrinaire d'un Émile Zola. Son modèle n'était ni le grand prêtre inflexible de la beauté, ni le héros impétueux du progrès, mais plutôt l'humaniste érudit de la Renaissance, distant mais compatissant, tolérant mais incorruptible. Dans son analyse d'Erasme de Rotterdam, Zweig a essayé de défendre certains traits de sa propre personnalité. La solennité du masque était censée renforcer l'autorité de celui qui le portait et éclairer ses objectifs. Il interroge son lecteur sans détour. Vous me blâmez parce que je n'adopte pas une position claire? Vous pensez sans doute que c'est par mollesse ou lâcheté que je ne prends pas parti dans les combats de notre époque? Mais c'est comme cela que nous sommes. Nous, les intellectuels et les humanistes, les serviteurs désintéressés de l'esprit, hésitants par scrupule, en apparence indifférents, en réalité partie prenante de tout effort humain, grands connaisseurs des secrets les plus impénétrables de l'âme humaine, et pour cette raison, au-dessus de la mêlée. Nous avons toujours été comme cela, de tout temps. Voyez Erasme, mon illustre frère. Ce parallèle audacieux n'est pas tout à fait juste. Il manque quelque chose à cet autoportrait indirect. Il ne souligne et n'éclaire qu'un aspect d'un tableau beaucoup plus complexe et coloré. En s'identifiant aux savants de la Renaissance, Zweig a simplifié et stylisé. Chez Erasme de Rotterdam, la tergiversation, l'incapacité à décider venaient d'une probité méticuleuse. Zweig lui aussi était intègre et noble, mais sa nature comportait bien d'autres éléments. Il avait un chatoiement indéfinissable, un charme à la Casanova, quelque chose de séducteur capable de se laisser lui-même séduire. Stefan Zweig
venait de Vienne, pas de Rotterdam. Il était tellement autrichien. Ses sympathies et ses antipathies, son sourire, ses gestes, son intonation étaient indiscutablement viennois. Il n'y a que Vienne pour avoir produit cette grâce française agrémentée d'un zeste de songerie allemande et d'un soupçon d'extravagance orientale. L'air des palais baroques et des demeures patriciennes, des cafés littéraires et des humbles logis étaient imprégnés de laisser-faire et de scepticisme enjoué. Intolérance raciale ou nationaliste semble totalement déplacée face à la nonchalance policée qui règne à Vienne. Les égarements barbares, comme l'antisémitisme, sont incompatibles avec la nature profonde de cette ville. Ils sont présents, mais on voudrait les croire importés, de province ou de l'étranger. Non que la communauté viennoise ait jamais été conforme à l'idéal de l'ordre démocratique. Les préjugés de l'Ancien Régime n'ont jamais été complètement surmontés. Les limites qu'ils imposaient n'ont pas réellement été dynamitées. Mais les différentes couches sociales se mélangeaient avec beaucoup plus de cordialité et de naturel qu'ailleurs dans le Reich. Le baron et le cocher de fiacre se comprenaient. Ils avaient le même vocabulaire et à peu près les mêmes concepts. La langue des grands écrivains viennois a des traits populaires marqués, en dépit de son extrême raffinement. Un grand nombre de vers enchanteurs de Hugo von Hofmannsthal ont la douceur et la simplicité des chansons populaires. Et Arthur Schnitzler n'est pas seulement un des psychologues les plus remarquables de l'époque moderne, il est aussi la voix authentique de sa ville. Sa tristesse et sa gaieté, ses aspirations, ses joies et ses difficultés sont présentes dans tout ce qu'il a écrit. C'est dans ce contexte particulier que nous devons essayer de comprendre la personne et l'œuvre de Stefan Zweig. Dans la trame de sa personnalité, l'élément autrichien était évidemment beaucoup plus accentué que l'élément juif. Si les juifs autrichiens cultivés s'étaient totalement adaptés au style de vie autrichien, le style autrichien, ou plutôt viennois, se nourrissait pour sa part des traditions juives. Aucun écrivain juif allemand n'aurait pu atteindre la position éminente que le juif Arthur Schnitzler occupait dans la littérature autrichienne. On pourrait presque dire que les juifs de Vienne étaient plus viennois que leurs compatriotes non juifs, car ils possédaient encore plus les qualités que nous jugeons typiquement autrichiennes, un humour affable, une gentillesse pleine d'urbanité et l'amour de la musique. Le plus grand explorateur du psychisme humain de notre siècle, Sigmund Freud, était un juif viennois. Stefan Zweig, qui a étudié et célébré l'inventeur de la psychanalyse dans un essai d'une grande subtilité, était à mains égards son élève. C'est à lui, l'audacieux découvreur de l'inconscient, que Zweig doit la plupart de ses découvertes et de ses intuitions. Ce fut le grand exemple de Freud, qui l'encouragea à élucider la confusion des sentiments, à traquer la dimension démonique et à plonger dans la sphère souterraine où nichent les désirs refoulés et les peurs oubliées. La relation de Zweig au drame humain est très proche de l'attitude et de la stratégie du psychanalyste. C'est d'ailleurs cette comparaison qui peut s'avérer la plus fructueuse quand il s'agit d'explorer un éventail de personnalités pouvant aller d'Erasme à Fouché, de Don Juan à Isaïe. Ces méthodes et ces efforts montrent le singulier mélange de distance et de sympathie propre aux psychanalystes. Zweig ne prétend ni n'espère changer le monde par ses écrits. Sa seule ambition est de contribuer à apaiser l'amertume de la souffrance humaine en nous faisant mieux connaître ses racines et ses causes. Sa méthode, face à la réalité, n'est ni idéaliste ni matérialiste au sens marxiste du terme. Il n'en connaît aucune qui permette de juger l'homme et de le ranger dans les catégories. La seule chose qu'il réclame et qu'il admette, c'est la civilisation qui doit être au service de l'homme. Mais que se passe-t-il
quand l'homme, dans un délire de destruction, se retourne contre la civilisation qui est censée protéger sa vie et la rendre meilleure, plus digne d'être vécue. Comment, dans cette terrible situation, l'amoureux analyste va-t-il se comporter? Va-t-il encore comprendre? Ne saisit-il pas que la sympathie est devenue dangereuse, suicidaire, face à l'assaut d'une malignité aussi meurtrière? Ne s'aperçoit-il pas que ces hordes menacent notre civilisation? Civilisation, cela suppose et garantit la liberté qui, ainsi que l'écrit Zweig dans son ultime et tragique lettre, est ce qu'il y a de plus précieux sur terre. Pourquoi alors ne lève-t-il pas la main pour défendre ce qui lui est si cher, si indispensable? Pourquoi ne proteste-t-il pas? Pourquoi ne résiste-t-il pas? Lui qui était si alerte et si vigilant, si éloquent et si habile, qu'est-ce qui le paralyse à présent? Beware of Pity. Le titre qu'il a donné à la traduction anglaise de son unique roman montre qu'il connaissait son point faible. Tout comprendre, c'est tout pardonner. Le crime, on ne le comprend, on ne le pardonne que si l'on est en sympathie avec le criminel. Celui-ci est ton ennemi, il va te tuer. Mais tu comprends, tu pardonnes et tu ressens de la compassion. Comment peux-tu combattre, paralysé par le savoir et la sympathie? Je ne veux pas combattre, dit l'humaniste. Tout ce que je veux, c'est comprendre. Mais comment peux-tu chercher la vérité quand le mensonge triomphe à grand bruit? Comment peux-tu conserver ton calme et ta dignité sous la botte du tyran? L'humaniste, aucun tyran ne peut m'approcher. Je suis libre. Il est libre. Libre de mourir. Il n'y a rien d'autre à faire, car la dernière lettre polie a été écrite et tout est en ordre. L'heure est venue. L'amoureux philosophe de la vie, du mot et de la liberté invite sa femme à l'accompagner dans cette ultime, cette effroyable excursion. Ceux qui restent sont tristes et désemparés. Certains reprochent en secret au maître d'avoir manqué de courage. D'autres, au contraire, pensent qu'il a fait preuve de courage, et pour cela, ils l'admirent. Qu'ils sont plats et présomptueux, nos jugements face à la réalité foudroyante de la mort. Était-il en droit de donner congé à la vie? Était-il un défaitiste? Sa mort volontaire remet-elle en question la validité de son œuvre? Et si oui, de quelle manière? Cette dernière question est la seule qui ait du sens. Quand il s'agit de Stefan Zweig, nos normes et nos appréciations sont caduques. Notre morale repose sur l'idée que la vie en soi a de la valeur et qu'elle doit être préservée. Celui qui saute la vie se soustrait dès lors à une morale qui devient insignifiante dans le vide de l'éternité. Cependant, l'œuvre reste, elle est nôtre. Il ne fait aucun doute que la fin tragique de l'auteur influencera notre point de vue sur ses biographies brillantes, ses essais ciselés, ses récits magistraux. L'acte de désespoir de Zweig dans la brésilienne Petropolis semble donner un nouveau poids à la fluide élégance de sa prose. Les lumières et les ombres ressortent désormais avec plus de netteté dans cette trame riche et colorée. C'est avec une admiration mélancolique que nous contemplons cette virtuosité. Nous savourons une grâce qui est également source d'angoisse. Sa mort nous met sous les yeux l'ennemi qui est décidé à anéantir tout cela. Que pouvons-nous faire pour protéger ces trésors si fragiles? Une seule chose, célébrer
et préserver ce qu'il y a d'exemplaire dans sa vie et son œuvre, la partie de son être qui aurait pu résister si l'autre, celle qui était lasse et vulnérable, avait obéi à cette exhortation de Zweig lui-même, de la tolérance avec mesure.